Bonjour chers amis, je reprends notre émission d'hier qui a été interrompue pour une histoire de mémoire insuffisante dans mon téléphone. Lorsque nous avons été interrompus, je parlais d'Auguste Pavie, que je citais comme exemple du bon colonialiste, à savoir quelqu'un qui, par son amour du pays où il avait été envoyé et pour la population de ce pays, à savoir le Laos, a réussi à sauver ce pays, qui, si Auguste Pavie n'était pas intervenu, serait aujourd'hui une province thaïlandaise, et peut-être qu'un morceau de ce pays, le Laos, serait vietnamien. Donc c'est grâce à l'intervention d'Auguste Pavie qui, en imposant, ou du moins en proposant le protectorat au roi du Laos, Unkram, a réussi à sauver ce pays et à lui permettre d'exister encore de nos jours. Voilà donc pourquoi j'avais été choqué de trouver la statue d'Auguste Pavie cachée sous un escalier de l'ambassade de France lors de mon premier séjour au Laos en 87. Voilà pour clore ma longue digression sur les statues auxquelles on croit bon de s'en prendre en France et ailleurs au nom de l'antiracisme, de l'anticolonialisme ou de l'antiracisme. De la même manière, il y a quelques années, comme tout le monde, j'avais été choqué par les images qu'on avait montrées, je crois que c'était l'année dernière, les images de CNN montrant des migrants subsahariens être vendus comme esclaves en Libye. Ces images ne pouvaient que choquer. Dans mon livre des royaumes méconnus, dans la deuxième partie de ce livre, publié en 2016, j'avais évoqué mes souvenirs du sultanat du Wadaï, qui est un antique sultanat qui fait aujourd'hui partie intégrante du Tchad. J'y ai travaillé plusieurs années et ce sultanat connut un âge d'or voici plusieurs siècles. Sa prospérité était basée en particulier sur le transit des caravanes d'esclaves. Voici ce que j'en disais dans la partie du chapitre où je décris ces caravanes qui traversaient le sultanat. Elles constituent un aspect d'un commerce honteux que l'on cherche à oublier, la traite des esclaves. Ce n'est d'ailleurs pas seulement au Wadaï que l'on cherche à occulter cet ignoble commerce d'êtres humains. S'il est de bon ton de constamment rappeler le passé esclavagiste de l'Occident, il est très mal vu d'évoquer l'esclavagisme arabo-musulman. Pourtant, ce dernier dura bien plus longtemps, fit beaucoup plus de victimes que son équivalent européen et américain. De nombreux témoignages nous révèlent chaque jour que l'esclavage, même s'il a été officiellement aboli, perdure dans plusieurs pays du Sahel. Je pourrais citer en particulier le cas de la Mauritanie, où cette question est toujours d'actualité. Dans ce pays, des activistes de la cause des esclaves ont même été arrêtés et emprisonnés pour avoir dénoncé cette pratique. Je n'hésiterai pas à évoquer le Soudan où j'ai vécu, où j'ai vu des esclaves. Au Sud-Soudan, j'ai reçu moult témoignages au sujet de ces terribles cavaliers arabes qui, profitant de la guerre, effectuaient des raids meurtriers contre de paisibles communautés d'Inka dans la région du Bahr el-Ghazal, tuant les hommes adultes et les vieillards et enlevant les jeunes femmes, les filles et les jeunes garçons. Ces malheureux étaient ensuite vendus dans des marchés de certaines localités, au Darfour ou au Kordofan, voire même à Kosti ou à Omdurman. Ces témoignages ne datent pas de l'époque du docteur Livingstone, mais des années 80-90. Oui, au XXe siècle. Si proche de nous. L'esclavagisme arabo-musulman a débuté dès le 7e siècle. Il a alimenté en esclaves pendant plus d'un millénaire toutes les contrées du Maghreb et de l'Égypte, ainsi que les royaumes et les émirats de la péninsule arabique et du Moyen-Orient. Du temps de leur splendeur, Bagdad comptait des milliers d'esclaves africains. Il s'agit là d'un passé véridique, mais d'un passé malheureusement occulté. Je me rappelle encore ma colère lorsque j'ai écouté le discours que le colonel Kadhafi prononça à la conférence mondiale de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance organisée par l'UNESCO qui se tint du 2 au 9 septembre 2001 à Durban, en Afrique du Sud. Cette conférence rassemblait des délégations venues de 170 pays. Dans sa violente diatribe, le dictateur libyen avait osé réclamer, au nom de l'Afrique, des excuses et le paiement de réparation de la part des États d'Occident qui avaient commis ces crimes.
Il s'abstenait cependant de formuler la même demande au monde arabe, alors que lui-même dirigeait un pays, la Libye, qui fut longtemps la destination des caravanes d'esclaves transitant par le Wadaï. Sans oublier que Tripoli servit pendant des siècles de repère aux pirates arabes ou ottomans qui s'emparaient des navires de commerce européens avant de vendre équipages et passagers au marché aux esclaves de cette ville. Ou bien encore que les razzias qui étaient organisés sur les rivages de l'Europe du Sud, durant lesquels ces pirates venant de Tripoli pillaient, massacraient et surtout capturaient des hommes, des femmes et des enfants, toujours dans le but de renforcer leur ignoble commerce d'êtres humains pour s'enrichir. L'auditeur intéressé par ce passé qui ne passe pas pourra lire avec profit Le génocide voilé, un livre de l'anthropologue et économiste franco-sénégalais Tidiane Ndiaye. Cet auteur a effectué un admirable travail documentant parfaitement ce terrible trafic. Les Arabes ont rasié l'Afrique subsaharienne pendant 13 siècles sans interruption, écrit-il, avant d'ajouter « La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu à cause des traitements inhumains qu'ils ont subis. » Pour expliquer le silence qui entoure ce sujet, l'auteur évoque une amnésie par solidarité religieuse, voulant dire par là que les Africains du Sahel, devenus musulmans depuis des siècles, éprouvent des difficultés à parler de la manière dont l'islam s'est propagé dans leur contrée. Pendant des siècles, il y a eu des peuples africains, y compris au Wadaï, qui, au contact des commerçants arabes, ont choisi d'adopter l'islam et de collaborer à leur entreprise esclavagiste à l'encontre d'autres peuples africains, souvent leurs voisins, qui, eux, avaient choisi de rester fidèles aux croyances traditionnelles. Ces derniers, victimes de véritables génocides, voyant les meilleurs des leurs enlevés, finirent de guerre lasse par se convertir également à la nouvelle religion. Voilà la terrible vérité. Au Sahel cohabitent des descendants de chasseurs d'esclaves et des descendants de victimes de ces chasseurs, ou encore ceux qui sont issus des innombrables viols commis durant les razzias esclavagistes. Tous sont musulmans et nombre d'entre eux ne savent rien ou ne veulent rien savoir de cet épouvantable passé. Il s'agit là de l'un des grands tabous de l'histoire de l'Afrique sahélienne. Les caravanes d'esclaves s'arrêtaient et séjournaient au Wadaï pour des périodes plus ou moins longues. Il s'agissait de la dernière étape avant l'éprouvante traversée du désert, où tant d'esclaves allaient mourir de faim, de soif et d'épuisement. Si le commerce dit triangulaire, avec la terrible traversée de l'Atlantique dans des conditions inhumaines, était une horreur, la marche d'hommes, de jeunes femmes et d'enfants entravés à la merci de gardes cruels pendant des semaines par une chaleur écrasante dans un environnement hostile était tout aussi épouvantable. La seule différence est que les atrocités de ce commerce transatlantique sont encore bien présentes dans les esprits de nos contemporains, de ceux des Antilles et de l'Amérique, mais aussi de ceux de France métropolitaine. Cet ignoble trafic d'êtres humains est bien documenté grâce aux registres tenus par les compagnies négrières, propriétaires des navires. Ces dernières années, les manifestations de repentance, les commémorations, les inaugurations de musées, les publications de livres, les discours de politiciens se sont multipliés. On ne rappellera jamais assez cette période sordide de notre histoire commune. Par contre, aucune célébration, aucun musée, peu de livres, pas de repentance pour rappeler la mémoire de ces millions d'êtres humains contraints d'effectuer cette horrible longue marche à travers le Sahara et celle de tous ceux qui y reposent sans sépulture. Toute évocation de ce passé sordide et cruel serait aussitôt suspectée d'islamophobie, ce qui n'est nullement le cas dans mon propos. Toute l'histoire doit être connue et apprise par les nouvelles générations européennes, américaines, arabes et africaines. Le tri entre ce qu'il est bon de bon ton de mettre en avant et ce qu'il convient d'effacer de la mémoire collective ne devrait plus s'effectuer. Je vous remercie, chers amis auditeurs, pour votre attention et à bientôt pour la troisième partie.